Oui, merci. Je remercie le Seigneur de vous avoir conduit jusqu'ici, jusqu'à moi, sans difficulté. Il faut dire que l'année 2022 a été une année où, pendant que nous étions en action, j'ai connu un petit problème de santé qui a un peu freiné les activités, même malgré mon état de santé, nous avons porté le combat contre la vie chère qui était focalisé sur le coût des articles à grande consommation, particulièrement le poisson-thon qui est pris en otage par un cartel au port. Et les derniers mois de l'année 2022, notre combat a donc porté sur cette alimentation qui est aujourd'hui la principale alimentation des Ivoiriens. Voilà, le poisson-thon. Il faut dire que nous avons eu pas mal d'avancées notables. Il faut dire qu'il y a eu un séminaire qui nous avait été promis. Il faut dire aujourd'hui, grâce à tout ce combat, il y a une organisation interprofession qui est en train d'être installée pour que, à l'image des cafés, cacao et d'autres secteurs, il y ait une centrale qui décide désormais du coût du poisson-thon en Côte d'Ivoire. Et c'est déjà très bon. C'est déjà très bon. Il faut dire aussi que la coalition des indignés, comme nous l'avons toujours dit, nous l'avons toujours dénoncé, est une organisation qui ne reçoit pas de financement, qui n'a aucun soutien financier. C'est difficile de travailler sans soutien financier. En 2022 également, nous avons porté le combat de la libération des détenus politiques et de tout le monde. Cela a été menacé, reporté. Nous avons dénoncé également l'arrestation de notre sœur camarade, la bien-aimée Pricherik Balé. Et voici ce que nous avons pêle-mêle mené comme combat en 2022. Les Ivoiriens veulent me voir tourner un film de western. Voilà, les Ivoiriens veulent que l'État ivoirien et moi, nous nous tirions dessus, ou les Ivoiriens veulent encore me voir en prison, pour ceux qui le disent. Nous, notre rôle, c'est de dénoncer. Nous dénonçons, et même quand nous projetons une marche pour une quelconque raison, et que cette marche-là est interdite pour des raisons qui ne sont pas vraiment fondées sur le droit, tout ça contribue à présenter ou à montrer le côté hideux du gouvernement Ouattara. Donc, nous, notre rôle, c'est de dire, voici comment la démocratie est mise à mal. Nous dénonçons et cela contribue à présenter au monde entier la restriction de l'espace civique en Côte d'Ivoire. Bien sûr, quand nous projetons une marche, par exemple, contre la cherté de la vie et le respect du décret signé par le président de la République, et que pour ça, toute l'armée se mobilise pour interdire, nous avons fait ce que nous pouvons. Mais les Ivoiriens critiquent facilement. Mais vous savez, quand on est leader, on n'amène pas des gens à l'abattoir. Mais quand nous lançons des mots d'ordre, quels sont ces Ivoiriens-là qui se décident? Les Ivoiriens sont tous sur leur téléphone, ils veulent voir ce qui va se passer à cette marche. C'est-à-dire qu'il y a plus de spectateurs que d'acteurs. Or, pour que les choses changent véritablement en Côte d'Ivoire, il faut qu'il y ait plus d'acteurs. C'est ça. Et c'est ce que nous ne voyons pas. C'est-à-dire quand on lance un mot d'ordre, on a comme l'impression que les gens n'ont pas entendu. On a comme l'impression que les gens n'ont pas suivi. Mais c'est quand c'est annulé qu'on voit les gens, oh, pourquoi c'est annulé? Mais où étiez-vous? Vous voyez? Les gens sont beaucoup dans les tribunes pour regarder le match qui va se jouer. Mais les joueurs ne sont même pas là. Je suis peut-être le capitaine, mais je joue avec qui?
Si aujourd'hui, les questions sociales sont prises au sérieux dans les autres pays limitrophes tels que le Mali, le Burkina, le Sénégal, c'est parce que la population accorde une place primordiale aux questions sociales. Mais en Côte d'Ivoire, non. Non, les Ivoiriens ne se soucient pas de leur quotidien. Ce n'est pas mon mouvement qu'il faille suivre, mais les Ivoiriens ne se soucient pas de leur quotidien. Qu'est-ce que nous demandons? Quand nous disons que le sac de riz, en un laps de temps, qui est passé de 9 000 à aujourd'hui à 13 000, mais il ne s'agit pas de moi seul. Il s'agit du quotidien des Ivoiriens. Mais ils ne se mobilisent pas pour ça. Les Ivoiriens se mobilisent pour deux choses. Pour leur leader politique, pour certains, et l'autre pour des débats qui n'apportent rien aux populations ivoiriennes. C'est ça. Regardez aujourd'hui, une chaîne de télévision capte tout le monde sur une histoire d'amour entre deux cyberactivistes. Mais regardez comment tous les Ivoiriens vont faire des commentaires. Leur mariage là, qu'est-ce que ça apporte aux Ivoiriens? Mais quand on dit, lui il a augmenté, c'est comme si tu pressais dans le désert. Nous on fait notre part, comme le colibri. Il dit je fais ma part. Et on appelait les Ivoiriens à ce que chacun fasse sa part. C'est parce que les Ivoiriens ne font pas leur part qu'on donne l'impression de prêcher dans le désert. Voilà. Donc, Samba David, nous sommes des lanceurs d'alerte. Nous disons, voici le danger. Mais il faut que la population suive. Et il arrive un moment, même on se demande, est-ce que les Ivoiriens méritent même qu'on se sacrifie pour eux? Parce que c'est comme si tu t'immolais pour éclairer la route à un aveugle. Mais il ne voit pas clair. Tu te brûles pour que lui voit la route, il ne voit pas. Ça dit c'est en vain. Les Ivoiriens ne veulent pas se battre. Et tant que les Ivoiriens ne se battront pas, c'est comme un meilleur joueur, on met Drogba, dans une équipe de Loguata ou des Ebisekou. C'est Drogba seul qui fait le match. Les autres là ne savent pas quoi lui donner le ballon. Il va sortir, il ne va même pas marquer un but. Donc nous sommes des meneurs. Mais les Ivoiriens ne suivent pas. Parce que leur préoccupation, ils savent, c'est-à-dire ils ont mal, mais ils ne veulent pas l'exprimer. Voici ce que je voulais dire sur cette question. L'état policier de notre pays nous contraint à cela. L'état policier dans lequel nous vivons en Côte d'Ivoire nous contraint désormais à cela. Parce que on peut permettre que des Ivoiriens se mobilisent pour aller à l'aéroport, pour accueillir quelqu'un, bon, je ne sais pas, mais qui n'est qu'en aucune valeur. Mais on ne peut pas permettre que les Ivoiriens se mobilisent pour revendiquer leurs droits. La sœur Balé Purchéry, qu'a-t-elle fait pour qu'elle se retrouve en prison? Mais si nous voulons au moins faire des publications pour ne pas qu'on l'oublie, il faut que nous soyons en liberté. La meilleure chose que Ouattara sait faire, c'est de museler. C'est de mettre les gens en prison. Mais si je dis parce que Balé est en prison et que je cherche à aller en prison aussi, mais finalement, personne ne parlera comme vous êtes venus. Nous avons dénoncé. Nous avons interpellé tout le monde. Aujourd'hui, la situation est telle qu'elle est. Dieu merci, elle est en vie. Elle se porte bien. Très bientôt, nous prions Dieu qu'elle sorte. Donc, nous sommes aujourd'hui contraints à faire des publications, à apparaître dans nos salons. Parce que l'ensemble des Ivoiriens, comme je le dis toujours, l'ensemble des Ivoiriens ne veut pas que nous sortions de cette situation. Et c'est ça. Ce n'est pas moi seul. Regardez, quand j'ai suivi un peu la révolution au Burkina, Blaise Compaoré tenait le Burkina des mains de fer. Des mains de fer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand le temps est arrivé pour que Blaise Compaoré parte, mais les populations, c'est-à-dire la société civile et les partis politiques se sont mis ensemble et ça a eu lieu. En Côte d'Ivoire,
l'ensemble des partis politiques, leur priorité, c'est le pouvoir. Que le droit soit violé, que les Ivoiriens mangent bien, qu'ils mangent mal, que les Ivoiriens soient torturés, ce n'est pas le problème. Eux, ils rencontrent Ouattara, ils causent. On ne sait pas de quoi exactement. Mais en ce qui concerne le quotidien des Ivoiriens, ça ne les intéresse pas. Pourtant, nous n'avons pas les mêmes militants qu'eux. Nous n'avons pas les mêmes moyens financiers qu'eux. Eux encore, l'État, c'est-à-dire le contribuable les finance parce qu'ils ont une subvention pour leur parti politique. Nous, non. Donc, nous ne sommes pas non seulement logés à la même enseigne, et nous n'avons pas les mêmes moyens. C'est cela. Nous n'avons pas les mêmes moyens. Eux, les militants cotisent pour eux, pour leur quotidien, mais nous, non. C'est la raison pour laquelle vous avez constaté que depuis notre combat, depuis les conférences de presse sur l'arrestation de Balé Pulchéry et cette affaire de Poisson-Thon, il n'y a plus rien eu parce que nous n'avons pas les moyens. Les populations veulent qu'on dise il y a marche, ils vont acclamer, mais rien. Rien. Donc c'est l'État policier qui nous maintient dans cette situation. Et nous souffrons vraiment de la restriction de l'espace civique en Côte d'Ivoire. Et cela devrait interpeller tout un chacun. Je dis d'abord merci à Dieu pour la vie de Charles Blé Goudé. Il n'est pas permis à tout le monde d'aller en prison. Encore moins à tous ceux qui ont été déportés de revenir en bonne santé. Lui, il est revenu en bonne santé. À le voir, il est revenu en bonne santé. Je remercie déjà Dieu. Le merci va durer combien de temps? Pour certains, parce que j'ai suivi un débat télévisé où Sansa disait que Blé devrait continuer à dire merci. Mais il va dire merci pendant combien de temps? Si Ouattara voulait qu'on lui dise merci, il aurait mis fin à ce procès. Parce que c'est lui qui poursuivait. Il aurait mis fin à ce procès. Mais du moment où le procès allait à son terme et que le gars était acquitté, le merci est quitté où? C'est par un abus d'autorité. C'est par un abus de pouvoir que le gars a maintenu Gbagbo et Blé. L'autre côté, après leur acquittement. Sinon, il devait rentrer. Chez nous, les BT, on dit souhait. PAPL. On le mérite. Ça veut dire quoi? Pour que tu dises à quelqu'un, tais-toi, et qu'il te taise, c'est que tu as fait quelque chose pour lui. Oui, mais le passeport est un document administratif dont tout citoyen a droit. Blé Goudé est un citoyen ivoirien. Maintenant, il rentre en tant que citoyen. Donc, lui remet son passeport, c'est un non-événement. Oui, mais ce sont eux qui ont voulu se déplacer pour aller lui remettre. Sinon, il allait faire la demande à l'ambassade. C'est à l'ambassade, on peut lui donner son job, mais ils veulent communiquer sur tout. Ouattara veut s'approprier tout. Ouattara veut qu'on dise qu'il est le meilleur homme. Même si. Donc pour moi, il n'y a pas de merci à dire de façon indéfinie. Blé a dit merci parce que tout compte fait, c'est Ouattara qui a voulu qu'il soit là. Si Ouattara n'avait pas voulu, il ne serait pas là. Mais ça suffit. Il ne veut pas dire merci. Tout Coco Blé ne va pas venir dire merci à Ouattara. Donc je pense que ça suffit. Et il n'y a pas question que Ouattara soit remercié de façon indéfinie. Non, il n'y a pas de merci à dire à cela. Quand je bénéficie d'un droit, il n'y a pas de merci. Oui, l'année 2022, les Ivoiriens ont crié. Les Ivoiriens ont dénoncé la cherté de la vie. Malheureusement, cette cherté n'a pas connu de solution. On nous a tout de suite trouvé un coupable à cette cherté qui est la guerre en Ukraine, qui est le manque de pluie. Mais en mai 2022, Dieu a fait pleuvoir, je pourrais dire un torrent, sur la Côte d'Ivoire, pour dire à ceux qui disent que c'est parce qu'il ne pleuvait pas, mais quand il a plu pendant 2 ou 3 mois, et que presque Abidjan
se trouvaient sous l'eau, les coûts des articles n'ont pas changé. 2022, c'est l'année où Ouattara a encore fait parler de lui de façon négative, surtout en ce qui concerne les arrestations. Pour moi, après 3 mandats, il devrait sortir de sa peur. Parce que qu'est-ce qui l'amène à agir ainsi? C'est la peur. C'est la peur. En 2022, il y a eu la rencontre qu'on appelle la rencontre des grands, qui n'a toujours pas produit grand-chose. C'est une année, si nous avons un souvenir de l'année 2022, c'est l'année de la galère des Ivoiriens. L'année de la vie chère des Ivoiriens, qui continue jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne parle plus de la vie chère parce que c'est devenu notre quotidien. C'est devenu notre quotidien. Voilà. Donc, 2022, ce que nous pouvons retenir cette année, c'est une année de beaucoup de promesses et de peu de réalisations. C'est une année de cherté de la vie. Voici ce que je pourrais retenir. Pourtant, c'était décrété l'année de la solidarité. Il n'y a pas eu de solidarité. Ouattara a toujours donné, a toujours baptisé les années. Il y a eu l'année du pardon, il y a eu l'année de la réconciliation, il y a eu l'année... À chaque année, il trouve toujours des mots à dire. Mais la réconciliation, le pardon, l'année de la lutte contre la pauvreté, tout ça là, quels sont les véritables résultats de tout ça? L'année de la jeunesse, ça veut dire quoi? L'année de la jeunesse, ça veut dire quoi? Est-ce que l'année de la jeunesse voudrait dire que le président du Haut Conseil de la lutte contre la corruption, qui a près de 70 ans, sera révoqué de ses fonctions pour nommer quelqu'un de 30 ans ou bien 40 ans? Est-ce que les vieux qui sont dans son gouvernement seront retirés au profit de la jeunesse? C'est ça l'année de la jeunesse? Parce que l'année de la jeunesse, on ne comprend pas. Des jeunes, par manque d'emploi, sont tous dans des maquis. Aujourd'hui, la drogue, aujourd'hui en train d'emporter certains, d'autres se retrouvent dans des maquis. L'année de la jeunesse consiste en quoi? Est-ce que lui, il va céder le tablier désormais à la jeunesse? C'est tout ça. Ce sont des choses qui sont dites comme ça pour amuser la galerie. Mais nous ne trouvons pas vraiment de sens, de vrai sens dans tout ce qu'il dit. L'année de la jeunesse, ça veut dire quoi? Non, mais c'est amuser la galerie. L'année de la jeunesse, ça veut dire quoi? L'année de la jeunesse, qu'est-ce que ça veut dire? Mais se pencher sur l'emploi des jeunes, ça c'est depuis le premier mandat. Puisque je me rappelle très bien, lors de son discours de campagne en 2010, il disait, c'est pour vous les jeunes que je me bats. Donc l'année de la jeunesse, c'est depuis le premier mandat. Non, mais ce n'est pas aujourd'hui. Le suicide des gens aujourd'hui en milieu universitaire, ça c'est récent. Mais et ceux qui partent se souffrir en holocauste à l'océan, depuis que Ouattara a pris le pouvoir et qu'il a dit que c'est pour la jeunesse qu'il se battait, la jeunesse a commencé à quitter la Côte d'Ivoire pour l'océan, c'est-à-dire pour l'Europe, en passant par l'eau. Mais regardez combien de personnes qui restent dans l'eau. Regardez combien de personnes sont vendues comme des esclaves en Libye, en Mauritanie et autres. Et quand on disait que ce sont des Ivoiriens, pour la première fois, le président Ouattara dit, il y en a qui ne sont pas Ivoiriens, mais ils prennent les papiers ivoiriens. Ils reconnaissent ça. Parce que là, de tous ceux qui partaient là-bas, on disait que les Ivoiriens étaient nombreux. Ils disaient non, ceux-là, ils ne sont pas Ivoiriens, mais ils prennent les papiers ivoiriens. Ah, donc on peut avoir papier ivoirien comme ça. Vous voyez, la politique, quand elle est faite pour les hommes, elle est bien faite. Quand elle est faite par les hommes, elle est bien faite, comme le disait Abraham Lincoln. Mais quand la politique est faite pour ses intérêts et pour l'argent, elle est mal faite. En ce moment, l'homme est chosifié. C'est cela la réalité. C'est cela la réalité. Il faut donc dénoncer cela. Bon, comme l'année 2023 est décrétée année de la jeunesse, nous verrons ce que cela voudrait dire en réalité. Nous verrons ce que cela
nous apportera dans les jours à venir. La jeunesse veut travailler. La jeunesse veut être rassurée de son avenir. La jeunesse veut être sécurisée. La jeunesse veut aller à l'école à moindre coût. La jeunesse voudrait se soigner à moindre coût. La jeunesse veut manger à sa faim. Décréter une année de la jeunesse, c'est pour dire revoir le coût de la vie également. Parce que nous avons un nombre important de jeunes sans emploi. Et ça, je n'arrive pas à comprendre ça. Parce que presque tout Abidjan, toute la Côte d'Ivoire est en chantier presque. Mais il y a encore un grand nombre de chômeurs. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui travaillent sur ces chantiers viennent d'où? Ils viennent d'où? C'est aussi la question qu'on se pose. Nous attendons qu'on nous explique ce que veut dire l'année de la jeunesse. Le malheur de notre pays, c'est le mépris des intellectuels. Quand on méprise les intellectuels, c'est un problème. Et ça, c'est depuis sous Ouattara. Hein? C'est depuis sous Ouattara où les chefs rebelles ont été promus, ont été nommés préfets de région. Des chefs rebelles ont été nommés, et sans concours pour certains, ont été nommés administrateurs civils. Il y a tout ça. Quand sous Ouattara on ferme l'université et qu'on ouvre les prisons, il y a un problème. Il y a un problème. Des docteurs qui, sous d'autres cieux, sont la fierté d'un peuple, en Côte d'Ivoire, sont méprisés, sont jetés en prison comme des malpropres. Des docteurs qui sont recherchés sous d'autres cieux, en Côte d'Ivoire, ils sont piétinés. Et c'est ceux-mêmes qui n'ont pas su connaître la voie de l'école qui les crient dessus, tu les craches dessus. C'est déplorable. C'est déplorable pour notre pays. En ce qui concerne la libération des 46 militaires, nous autres avons toujours dit, par patriotisme, il est inacceptable que nos militaires soient pris en otage par un pays voisin. Mais l'explication que nous avons toujours attendue n'est jamais arrivée. Puisque de part et d'autre, le gouvernement malien ne tarissait pas d'arguments, ne tarissait pas de communiquer sur l'arrestation traitant nos militaires de mercenaires. Mais en retour, nous n'avons pas eu d'informations disant les vraies raisons de l'arrestation de nos militaires. Et ça a été vraiment déplorable aussi. Bon, si aujourd'hui ils ont été condamnés, et que le président malien a usé de son pouvoir de président pour les gracier, Dieu merci. Nous retenons que nos militaires ont été condamnés au Mali. C'est ce que nous retenons. Ils ont été condamnés au Mali. Ils ont été condamnés au Mali. C'est ce que nous retenons. Et ils ont été par la suite graciés par le président malien. C'est ce que nous retenons aujourd'hui. Et nous demandons que des explications nous soient données. Parce qu'au procès, c'est sûr que l'État ivoirien a envoyé des avocats pour voir en réalité dans ce dossier qu'est-ce qui n'allait pas. Parce qu'on ne peut pas amener des gens en mission en réalité. Et puis des gens vont dire non, ce sont des mercenaires. C'est trop facile. Donc nous retenons, pour ma part, que des soldats ivoiriens ont été condamnés au Mali. Je crois à 20 ans, bien combien d'années, et libérés par la suite, par grâce présidentielle.
D'abord, je voudrais remercier les Ivoiriens qui nous estiment et qui, selon les statistiques, disent que malgré le nombre très important d'organisations de la société civile en Côte d'Ivoire, il n'y a que 2 personnes qui, selon ces Ivoiriens-là, seraient le porte-flambeau de la société civile. Je crois bien que en les élections passées, 2020, la coalition des aînés de Côte d'Ivoire, vu les conditions dans lesquelles les élections devraient s'organiser, vu les critiques portées à l'encontre de la CEI, vu les dénonciations dans l'organisation des élections, la coalition des aînés de Côte d'Ivoire, dans son ensemble, avait fait une conférence de presse où elle avait demandé aux autorités politiques de sauver des vies au lieu de sauver une élection. Nous avons milité pour le report des élections en vue de bien la préparer et de régler les différentes revendications de l'opposition. Cela n'a pas été accepté du régime. Et ce qui a fait que le 23 juillet 2019, c'est-à-dire à quelques mois des élections, j'ai été arrêté avec des amis, mon proche collaborateur Lago Daliba Naounou, un journaliste, et comme on appelle, des unions, et des camarades, nous avons été arrêtés. Parce que nous avions dénoncé le 12e joueur sur le terrain, qui était la CEI. Mais le pouvoir Ouattara s'est toujours attaché à la CEI. Aujourd'hui encore, regardez sur les réseaux sociaux, regardez déjà Atia Saleh, mon frère et ami, député maire Assalé Temoko, dénoncer le convoyage des électeurs d'Abidjan à Atia Saleh. Ce sont déjà des germes d'un conflit qui s'annonce pour demain. Le régime Ouattara a toujours préféré sauver une élection que de sauver des vies. Parce qu'en 2020, si cette élection avait été reportée, on aurait sauvé des vies. Officiellement, on nous parle de 80 morts. On aurait sauvé les 80 morts. Je crains fort que cette année encore, 2023 pour les années municipales, qu'il n'y ait pas encore de morts. Parce qu'à chaque élection, même que ce soit élection d'un parti politique en leur sein, il y a toujours la violence. Il y a toujours la violence. C'est ce que je crains. Alors, nous, société civile, nous ne faisons qu'interpeller. Interpeller nos dirigeants afin que les choses se passent bien. Malheureusement, le régime Ouattara n'a pas de considération pour la société civile qu'il n'a pas créée. Pour la société civile qu'il ne finance pas. Parce que nous sommes taxés d'être des appendices de l'opposition. Donc tout ce que nous disons, cela, pour eux, c'est l'opposition qui parle. Voilà. C'est dommage. Mais ma grande joie pour 2023, c'est que je suis ambassadeur pour Christ. C'est ce que je n'étais pas hier. Je menais une lutte comme ça en comptant sur ma force, sur ma propre intelligence. Je me plaignais, mais pourquoi on ne nous aide pas? Mais pourquoi? Oh, c'est Dieu qui le disait, c'est parce que tu ne marches pas selon ma vision que tout ce que tu fais là n'est pas reconnu. C'est pour ça que je suis taxé de pro-Gbagbo. Pourtant, les gens de Gbagbo ne m'ont jamais reçu. C'est pour ça que j'ai fait 3 années de prison et 13 mois de maladie pour eux et ils ne m'ont jamais approché. Parce que j'ai décidé moi-même de faire sans marcher à la vision du Seigneur. 2023, je pense qu'aucun pas ne sera posé sans la vision du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça. Nous allons passer toutes choses
le monde est composé de deux grands mondes. Il y a le monde spirituel et le monde naturel. Nous nous sommes toujours battus pour le monde naturel. Or, ce monde naturel dépend du monde spirituel. C'est-à-dire, pendant que vous vous battez ici, les gens sont à Korogo, ou bien dans les pays en train d'enterrer des bœufs vivants. C'est-à-dire, eux, ils combattent déjà dans le monde spirituel, mais avec le spirituel mauvais. Nous, cela nous a échappé. Aujourd'hui, je suis sur deux fronts. Je suis sur le monde spirituel, le front du monde spirituel et le monde naturel. Quand le spirituel m'aura convaincu d'avancer, maintenant physiquement, j'avancerai. J'avancerai. Et c'est dans cette logique que je suis aujourd'hui pour dire la lutte en 2023 ou les prochaines luttes qui vont s'annoncer, elles vont s'annoncer vraiment très glorieuses. Parce que quand tu combats avec le Seigneur Jésus-Christ, tu es déjà vainqueur. Peuple de Côte d'Ivoire, chers Ivoirois et Ivoiriennes, bien-aimés, aujourd'hui, les gens se demandent pourquoi Dieu existe et que Ouattara, qui lui fait tout à sa tête et qui ne compte pas avec Dieu dans ses actions. Pourquoi les bons sont martyrisés? Pourquoi les gentils sont jetés en prison? Les gens ont souvent dit que Jésus ou Dieu est lent ou n'existe pas, ou il a quitté la Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire, il y a ce que nous voulons, qui est notre désir, notre volonté. Et il y a notre besoin réel que Dieu connaît. Nous voulons la révolution. Pourtant, Dieu lui demande la conversion de tous les Ivoiriens. Il faut d'abord être converti. Et pour être converti, il faut se repentir. Notre pays qui est un choix de Dieu. Notre pays fait partie des pays choisis de Dieu. Des pays bénis de Dieu. Mais nous avons tourné le dos au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons tourné le dos à la vérité. Nous avons tourné le dos à l'amour. Nous avons tourné le dos au partage. Nous avons tourné le dos au pardon. Chacun compte aujourd'hui sur son argent. Chacun veut avoir le pouvoir pour faire du tort à l'autre. Chacun veut se venger. Or, à Dieu seul la vengeance. Peuple de Côte d'Ivoire, il faut donc fléchir chez nous. Vous qui avez jeté la Bible, reprenez-la, lisez-la, communiez avec Dieu. Vous verrez que les choses se résoudront seules. Quand le spirituel sera rétabli et que la paix sera rétablie avec le Seigneur Jésus-Christ, avec Dieu créateur, toute chose ici-bas sera réglée. Et c'est à cela que je vous appelle. Je rêve que les Ivoiriens croient en Dieu et qu'ils tournent dos à la vengeance, au mensonge, à la violence et qu'ils se confient sincèrement à Dieu. Car la parole de Dieu nous dit, confie ton sort à l'Éternel, fais de l'Éternel tes délices et tout ce que ton cœur désire te sera accordé. Je voudrais vous remercier sur cette parole de vérité. Amen.